Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous sommes aujourd'hui avec Christelle. Donc on va découvrir ensemble cette investisseuse hors norme. Écoute, merci Mélanie de me recevoir, de m'interviewer. Je suis blogueuse pour les parents investisseurs sur mon site nouveautournant.fr et du coup j'ai un parcours d'investisseur, d'investisseuse et mon but c'est d'inspirer d'autres parents, pas forcément à avoir le même parcours, mais en tout cas à essayer de se libérer du temps grâce à des leviers comme l'immobilier ou d'autres business qui nous permettent de nous libérer enfin du temps. Voilà, donc nouveau tournant, je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est plein d'astuces au quotidien. En plus, elle écrit des mails au quotidien, vous pouvez lire, vous inspirer, tout ça, c'est trop bien. Et elle envoie un petit fascicule que vous avez tous les trimestres. C'est ça, voilà, exactement. Tous les trimestres. Et donc, il y a plein d'astuces. Donc Christelle, en fait, aujourd'hui, je viens te voir parce que tu es investisseuse, donc une femme, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est cool de voir aussi des investisseuses. Et aussi parce que tu es rentière en immobilier et qu'il y a des personnes ici qui nous regardent qui sont peut-être débutants ou qui ont un ou deux biens et qui ont envie de passer au niveau supérieur. Et l'idée, c'est de savoir, toi, comment tu as débuté dans l'immobilier. Alors, c'est venu vraiment un peu au hasard. C'était dans les années 2003 ou 2005, je ne sais plus. En tout cas, c'est une période où tout ce qui est investissement locatif, on n'en parlait pas. C'est en tout cas vidéo YouTube et autres, on ne pensait pas de toute façon à s'informer encore à cette époque-là sur tous les réseaux. Donc du coup, nous, ça s'est fait avec mon mari, on l'a su grâce à une personne, c'était un peu du bouche à oreille. Donc c'était vraiment une période où ça se faisait un peu... En souterrain. En souterrain. Donc du coup, on se dit, pourquoi pas. Et on était sur Paris à l'époque. Et déjà à l'époque, je m'étais dit, je commençais à faire des visites toute seule. J'étais pas préparée, je n'étais pas formée. C'était vraiment à la one again en fait. Et je me dis que quand on est jeune, c'est peut-être plus facile, j'en sais rien. Parce que tu te poses moins de questions peut-être? En tout cas, je ne me posais pas autant de questions que maintenant je m'en pose, alors que pourtant maintenant ça commence à compter, le parcours. Mais bon, bref, en tout cas, je l'ai pris comme un jeu aussi. Ça m'a amusé en fait de visiter des studios. Et à l'époque, et c'est toujours le cas, je le sais maintenant, il y avait un monde de dingue qui faisait la queue. Et je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est déjà trop tard, c'était la bonne époque avant, maintenant il n'y a plus de bonne affaire. Et maintenant, quand je vois le prix au marché, le prix du mètre carré à Paris, je me dis, mais mon Dieu, j'aurais dû en acheter 10. Donc comme quoi, c'est même pas la peine de se dire que maintenant c'est trop tard, en fait, en tout cas, il ne faut pas se mettre cette barrière-là en tête. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé par un tout petit truc, c'est ce qu'on appelle maintenant les micro-logements, parce que c'était une studette qui faisait de 11 mètres carrés. Pour nous, ça nous allait très bien puisque ça nous permettait un peu de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Voilà, donc pour des jeunes qui commencent, tu conseilles plutôt d'investir peut-être dans des petites surfaces? Soit des petites surfaces ou soit des garages aussi. En fait, tout dépend. Il y a des fois même des jeunes qui sont assez ambitieux, qui m'épatent, qui veulent tout de suite investir dans un immeuble, qui se sont, j'espère, quand même bien préparés avant. Maintenant, si vous êtes plutôt dans un parcours un peu comme le mien, en tout cas un profil plutôt prudent, c'est vrai que je conseillerais de commencer par petit et puis après de continuer de progresser et pourquoi pas d'aller jusqu'à bien plus gros. Ok, donc tu as commencé par cette petite studette à Paris et ensuite tu t'es pas arrêté là, tu as continué? J'ai continué, on a acheté un appart à Joinville-le-Pont, donc en région parisienne. À l'époque, on s'était dit, tiens, on va mettre cet appart en location en attendant que ça devienne notre résidence principale un peu plus tard quand on aura des enfants. On n'avait pas d'enfants encore, bref. Donc du coup, on s'y met et ce qui arrive, c'est que notre appart, on se rend compte que c'est les profils de colocataires qui fonctionnent. Et pareil à l'époque, je m'en souviens très bien, je me souviens que j'avais cherché un peu de documentation en ligne sur ça, la colocation avait vraiment mauvaise presse. Ah ouais? Les propriétaires, je voyais quand même pas mal d'articles qui essayaient un petit peu de dire ne vous inquiétez pas avec la coloc, il n'y a pas autant de problèmes que ça, etc. Nous, on a vite perçu l'intérêt puisque
tu te dis, entre une famille et trois colocataires, effectivement, si jamais la famille, ça ne tourne pas rond parce que y a quelqu'un qui perd, par exemple, le papa ou la maman qui perd ses revenus, du coup, c'est plus risqué que de diviser le risque, en tout cas sur 3 personnes. Donc, du coup, on s'est lancé aussi sur la coloc, alors qu'on n'y connaissait rien du tout, et on s'est adapté au marché. Donc, ça a fonctionné. Hop, et alors, c'est tout à ce moment-là à Paris. On a décidé 3 ans après de tout revendre, coloc et notre petite sudette, pour acheter notre résidence principale. On s'est dit, on fait comme tout le monde. On achète notre RP. Voilà, on achète notre RP et puis voilà. Et puis en fait, au final, on l'a fait. On s'est fait aussi une belle petite plus-value derrière. On a acheté notre résidence principale et en fait, au bout de 1 mois, 2 mois, j'avais déjà envie de revendre parce que je me sentais pas bien, j'avais déjà envie de bouger, et puis parce que c'était une résidence principale achetée un peu par défaut, par dépit, qui me correspondait pas. On l'a fait en fonction du budget qu'on avait, mais pas en fonction de ses souhaits. Ce qui s'est passé ensuite, pour vous la faire courte, c'est qu'on a déménagé de la région parisienne, on est venu sur Lyon, et là du coup j'ai voulu tout refaire à l'inverse. Et vraiment, ça n'avait plus rien à voir, on avait à ce moment-là 35 ans, et on s'est dit, plus de résidence principale, on fait plus comme tout le monde, on redevient locataire, déjà aussi parce qu'on connaissait absolument pas Lyon, le marché lyonnais, donc on ne soyait pas acheter notre résidence principale quand on ne connaît rien, et on redevient locataire, et puis on a recommencé à investir, et puis maintenant ça fait depuis 4 ans et demi qu'on investit sur Lyon, et ça nous plaît bien. Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc là, aujourd'hui, ta situation, c'est locataire, c'est ça, avec 4 apparts sur Lyon. Ouais. 4 appartements sur Lyon. Et vous voyez, 4 appartements rentières. Donc il n'y a pas besoin non plus d'en avoir 50, 60. C'est pas forcément le nombre qui fait c'est la rentabilité qui est importante. Et puis c'est en fonction aussi de votre situation personnelle. Vous pouvez vous satisfaire de moins que d'autres personnes qui vont avoir un niveau de vie plus important et qui auront besoin de beaucoup plus en fait. Voilà. Et en termes de stratégie par rapport aux 4 investissements que tu as fait sur Lyon, est-ce que tu as choisi essentiellement la colocation ou est-ce que tu as un peu varié les stratégies? Varier, en fait, je suis un peu comme toi, c'est de m'intéresser à tout et tester tout. Donc, du coup, on a fait de la location meublée, on fait de la location courte durée, donc Airbnb, de studio, et puis la coloc. Voilà. Donc on touche un petit peu à tout et ça permet de diversifier et d'éviter aussi les risques. Par exemple, Airbnb, on en parle souvent, on ne sait jamais l'évolution de la réglementation. Si jamais ça saute, et bien du coup, on se dit on a d'autres exploitations, d'autres modes d'exploitation qui permettent de pallier à ça, quoi. Ok. Et donc là, aujourd'hui, est-ce que ton mari est rentier également? Est-ce qu'il bosse? Donc du coup, il est en CDI. Ouais. Est-ce que ça t'aide pour pouvoir investir aussi? Ouais. Par contre, ça c'est sûr, c'est parce qu'on est 2. Déjà, ça aide au niveau du banquier, effectivement, qui est l'un des 2 et un CDI, ça on va pas se le cacher. Et bien qu'il y ait eu une période où on était tous les 2 sans emploi, enfin sans emploi, moi j'étais en CDD et lui sans emploi, et on a quand même réussi à emprunter. Donc, bon. Mais d'une manière générale, c'est vrai que je conseille fortement, quand on a la possibilité d'être plutôt en CDI, en tout cas l'un des 2, que les 2 en situation précaire. Je pense qu'on a moins confiance en soi, du coup ça se ressent vis-à-vis de son banquier, c'est pas évident. Après, il y a un autre facteur aussi qui est important, c'est quand on est en couple, il y a quand même un effet levier, parce qu'on se stimule, parce qu'on s'encourage. Voilà, s'il y en a un qui a peur, il le partage à l'autre, qui essaie de remonter. Enfin, franchement. Puis on n'a pas les mêmes peurs, je trouve. Aussi, c'est vrai. T'as des choses peut-être qui vont te stresser, où tu vas te dire non mais là, les papiers, les montants, ou je sais pas, et puis peut-être ton mari va te dire non mais attends Christelle, ça, t'inquiète, ça va se faire. Ouais. Et en fait, on n'a pas les mêmes peurs, et du coup, ça permet de compenser un petit peu les peurs de chacun et de pouvoir avancer plus vite. Donc ça, c'est cool. Bon après. Il faut choisir la bonne personne, bien évidemment. Oui, parce ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est un véritable sujet, parce que j'ai souvent des personnes qui me disent moi, j'aimerais bien investir, mais mon compagnon ou ma compagne n'est pas prêt, ne se sent pas à le faire. Donc, c'est vrai que c'est moins évident. Mais après, on peut vite changer d'avis, parce que quand on s'entoure de personnes un peu comme nous, en tout cas, qui ont réussi, du coup, c'est plus facile aussi à convaincre. Est-ce que, donc là, tu parles d'entourage, est-ce qu'aujourd'hui, ton entourage te motive à
à poursuivre tes investissements, à aller toujours plus loin? Est-ce que... Ouais, alors déjà mon mari, ça c'est sûr, et puis l'entourage. Je parle pas d'entourage familial parce que je pense que c'était plus un. J'ai des parents et des beaux-parents, c'est pas du tout profil d'investisseur, j'ai pas été élevée là-dedans du tout. Donc je vais plutôt parler d'entourage investisseur. Sur Lyon, il y a un bon écosystème d'investisseurs lyonnais, ça c'est clair, mais il y en a partout. Si vous cherchez bien, vous en trouvez sur toute la France. Et c'est vrai que ça stimule, ça encourage, et puis on va se partager les bons plans, ce qu'il ne faut pas faire aussi, les bonnes adresses, les artisans, etc. qu'on se conseille. Donc je trouve que c'est vraiment stimulant. Ouais, donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur Facebook, dans la rubrique événements, il y a vraiment plein de choses à faire. Les réunions d'investisseurs, et puis même maintenant, tous les masterminds immobiliers, il y en a des tonnes. Ça devient à la mode complètement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter par rapport à ça. Ok, et donc là, pour toi, l'avenir, tu le vois comment, ton avenir d'investisseuse? Est-ce que tu as des grands projets? Vivre réellement la semaine de 4 heures. Ah, la fameuse. Ah oui, j'y crois à fond. Je ne suis pas à la semaine de 4 heures, mais franchement, je m'y rapproche beaucoup. Et voilà, et j'ai vraiment envie que ce concept ne soit pas qu'un rêve et qu'il puisse s'appliquer aussi à beaucoup d'autres personnes. Donc, grosso modo, personnellement, oui, j'ai envie de beaucoup moins bosser, qu'idéalement, mon mari, il arrête de travailler, ça c'est clair. Ouais. Et puis, voilà, j'ai évidemment d'autres envies d'investir. En fait, on a toujours plein d'idées en tête. Je vais avoir du mal à résumer parce que c'est toujours compliqué. En fait, tu es à la fois investisseur et entrepreneur, et après, du coup, tu as plein d'idées. Parce que le truc, c'est que je fais de l'immobilier, je fais de l'infopreneuriat avec mon blog, je fais de temps en temps des formations dans le web marketing, je touche à tout. Et bon, ça me plaît, mais c'est vrai que c'est... Des fois, on se fatigue soi-même, en fait. Ça, pareil, et aujourd'hui, du coup, tu parles de la semaine de 4 heures. Donc, pour toi, Christelle, aujourd'hui, tu es à la semaine de combien? De 10, de 15? Tu fais quoi aujourd'hui? Ça va être compliqué parce que ça varie des semaines à une autre. Tu vois, ces derniers jours, je travaille un peu plus parce que j'ai mon bulletin à terminer pour mes lecteurs. Mais allez, je dirais 4 heures par jour. 4 heures par jour? C'est déjà pas mal. Ok. Ouais, des fois moins, des fois plus. Mais on est loin des 60 heures que font les cadres, peut-être. Puis, de toute façon, même quand je te dis ça, tu peux vivre la semaine de 4 heures, mais si tu es salarié, que tu n'aimes pas ton boss, tu n'aimes pas ce que tu fais, pour toi, ça ne va pas être une semaine de 4 heures par jour, ça va être beaucoup plus important, tu vois, beaucoup plus lourd. Moi, je le fais, je suis libre, je me sens, je fais ce que je veux, le matin, quand je me lève. T'as pas de pression? Mon emploi du temps, ouais, j'ai pas de pression. Moi, par exemple, j'adore déjeuner, comme ce midi, par exemple, avec des amis investisseurs. Moi, c'est un plaisir. Je le vois même pas comme du travail. Ah oui. C'est une belle liberté. Donc, il y a des fois, je sais que c'est un petit peu de travail que je fournis, mais au final, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Donc, ça vaut le coup pour toi d'avoir pris ce risque de faire des investissements immobiliers pour pouvoir te libérer, quoi, clairement. Ça. En fait, de te libérer du temps et de faire vraiment ce que tu as envie. Tu t'aides de ces revenus locatifs pour quitter peut-être l'emploi que tu n'aimes pas ou plus et de faire quelque chose qui sera peut-être moins rémunérateur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont envie de s'engager dans des associations ou autres. T'hésites à le faire parce que si tu as une famille à gérer, etc., tu dis non, mais je ne peux pas passer d'un salaire de cadre à 2 fois ou 3 fois moins. Mais justement, si tu as des revenus locatifs derrière à côté, ça te permet de ne plus avoir cette contrainte en fait. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, si tu devais résumer en 3 clés, ouais. C'était pas préparé à cette question. 3 clés pour les gens là qui sont surmotivés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien déjà, alors contrairement à moi, se former. Moi j'avais l'excuse aussi qu'il n'y avait pas grand-chose sur le marché à ce moment-là, mais là vous avez toutes les occasions pour vous former. Essayer dans la mesure du possible de choisir des formations qualifiées parce qu'on trouve aussi de tout et de rien sur le marché. Donc se former, réseauter. Ça, le réseautage, c'est hyper important, on en a parlé et ça vous permet justement d'avoir un état d'esprit qui vous permettra d'aller de l'avant et puis d'agir en fait, tout simplement de passer à l'action. Ça paraît bateau à dire, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui auront les connaissances, qui liront beaucoup et en fait, tu as toujours un gap assez énorme
entre le fait de lire, de s'instruire, d'avoir des connaissances et de passer à l'action. Et le gros gap, finalement, c'est les pépettes, quoi. T'as peur. Enfin, Mais après, ça peut être pas grand-chose, passer à l'action. Par exemple, se dire dans son appart, si on a une chambre qui est inoccupée sur telle période, tu le mets sur Airbnb pendant quelques jours, tu commences à toucher des revenus. Ouais. C'est rien, mais il y a maintenant beaucoup de Français qui le font. Mais déjà, ça te permet de commencer à toucher des revenus qui sont décorrélés de ton temps de travail. Ouais. À comprendre la mécanique. Ouais, tu te dis, ah tiens, ça commence à venir, j'en veux plus maintenant. Ouais, donc je vais faire plus. Et en tout cas, je vais plus agir en ce sens. Ok. Et puis la 4e clé, investir en mettant du sens dans ce que vous faites. Ah ouais, Voilà. ça c'est la clé. Donc c'est quoi ton pourquoi? Mon pourquoi, c'est... mon pourquoi strictement perso, c'est d'avoir du temps pour mes enfants, pour mon mari, pour moi, mais surtout pour mes enfants, parce que je les vois grandir très vite et j'ai pas envie que plus tard ils aient à se dire que leur maman était absente et que la maman a loupé les périodes clés de leur vie. Donc j'ai vraiment... C'était mon pourquoi, c'était de me libérer du temps pour eux. Et puis derrière ça, mon deuxième pourquoi, c'est d'aider justement d'autres parents à faire pareil. Tout simplement. Donc c'est ces pourquoi forts qui te poussent clairement. À faire tout ça, toutes les actions que tu mets au quotidien. C'est ça. J'ai tellement mal vécu ma période parisienne, cette période où je rentrais tard le soir, où je ne voyais pas mes enfants. Je les voyais que pour aller se coucher. Et voilà, et c'est tout le temps la course de courir avec ses enfants pour les emmener vite à l'école. Et j'en vois encore chaque matin. Et c'est vrai que ça me fait mal, quoi. Je me dis, la vie est tellement courte, donc... Carpe diem, quoi, profitons-en maintenant. Carrément, voilà. Ouais. Bon, écoute, merci pour ces belles paroles. Vous voyez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir le blog de Christelle, donc Nouveau Tournant. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Salut, ciao. Salut. Super, la présentation est top. En plus, on est le seul éclairage. En plein dans la figure.